Ma formation, en fait, elle s'est opérée en deux parties. Il y a la partie scolaire, évidemment, qui est la plus évidente. J'ai fait les beaux-arts et des études artistiques à Rennes, qui m'ont conduit à faire un DEUG Art du spectacle à Caen, où j'ai pu parfaire un peu le côté théorique du cinéma. Et au bout de 2 ans, j'ai eu mon DEUG et je suis parti à la FEMIS à Paris, où j'ai réussi le concours et j'ai été en formation image. Voilà. Mais pendant tout ce parcours scolaire, à côté, j'ai eu pas mal d'activités extrascolaires qui m'ont permis en fait d'approfondir ou de compléter la formation de l'école, qui est bien, mais pas toujours forcément suffisante. Donc j'ai beaucoup pratiqué, j'ai même fait du 16 mm hectachrome, voire même du 35 mm hectachrome à la FEMIS, indépendamment. Et voilà, donc ça m'a permis de découvrir plein de choses et de pouvoir avoir une formation la plus complète possible, même si de toute façon, après, il a fallu. On continue toujours de se former, évidemment, même aujourd'hui, sur des nouvelles caméras et puis les nouvelles rencontres, qui fait qu'on apprend plein de choses, quoi. Alors, du coup, je suis sorti de l'école en 2009 et depuis, je suis auto-entrepreneur, du coup. Sur du clip, de la publicité, du court-métrage et récemment du long-métrage. Oui, c'est un peu le chef de l'entonnoir. La caméra, c'est une sorte d'entonnoir qui va recevoir tout ce qui est à l'image. Et c'est vrai que en fait, ce qui est à l'image, c'est qu'à 80% du travail qui n'est pas directement de l'ordre du chef opérateur. Alors c'est quoi? C'est les acteurs, évidemment, les acteurs qui portent des costumes. Quand je dis costume, c'est pas forcément que film à costume. N'importe quel film, un comédien, dès qu'il est un personnage, il a un costume, même s'il est venu comme ça avec sur le plateau. Ça va signifier des choses. Le décor, évidemment, et par exemple aussi le maquillage, coiffure, tout ça. Tout ce qu'on appelle HMC plus le décor. Et tout ça, en fait, c'est un petit peu des candidats pour entrer dans la caméra. Et le chef opérateur, c'est un peu le vigile de cette entrée. Et il va être là pour parfaire l'univers cinématographique qui est créé par tous ces éléments. Et pour ça, il a deux outils qui sont la lumière, donc le fait d'en avoir, de ne pas en avoir, de régler la lumière naturelle, de régler des lumières de projecteur, d'être complètement rééclairé en studio. Et la caméra, ses réglages, le choix déjà de la caméra qui se fait forcément avec le chef opérateur, et ensuite tous les réglages de la caméra. Et puis après, évidemment, tout ce qui est un petit peu lié au mouvement de la caméra épaule, la machinerie, tout ça et tout, mais ça qui sont aussi du fait de l'opérateur. Voilà, on intervient quelquefois en réparation, puis souvent on anticipe lors des réunions préparatoires, mais on essaye de faire en sorte que le décor, tous les costumes, tous les éléments qui font partie de ce qu'on appelle la direction artistique, auquel le chef opérateur participe, puissent être validés par le chef opérateur. En gros, par exemple, quelquefois, on me propose un décor dont les murs sont complètement beige-jaune. Ce genre de décor, hormis un effet particulier, j'essaye de les refuser parce que simplement, ça va se confondre avec la peau des visages, quelle que soit d'ailleurs la couleur de peau. Elles sont toutes dans ces teintes un peu beige. Après, c'est la densité qui change. Et donc, du coup, le visage comédien ne va pas du tout ressortir. Où il y a certains éléments de costume aussi qui vont complètement attirer l'attention, qui vont jurer un peu, comme on peut dire, ou même qui ne vont pas passer à la caméra à cause de problèmes de capteurs. Donc tout ça, on est là en amont ou sur le plateau pour prévenir ce genre de choses aussi, pour essayer de sensibiliser un petit peu l'équipe sur ce genre de problème. Alors, on dit que souvent que c'est le couple un petit peu du plateau. Alors évidemment, peut-être qu'un ingé son ne dirait pas la même chose. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est l'image que j'aime bien, c'est le côté ping-pong ou tennis, enfin un jeu d'échange. C'est souvent comme ça, en fait, un jeu d'échange entre réalisateur et chef opérateur. Et c'est pas toujours la même personne qui fait le service, entre guillemets. Donc quelquefois, il y a une idée dans une scène qui va être amenée par le chef opérateur et puis quelquefois par le réalisateur, mais il y aura toujours un aller-retour comme ça, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais bon, si on fait ça, ça donnera ça. Ah, ok, d'accord. Mais bon, moi, il faut que je puisse faire ça avec les acteurs, ok. Donc c'est un vrai dialogue. C'est voilà, ce qui pourrait résumer leur réalisation, ce qui pourrait résumer le lien entre le réalisateur et le opérateur, c'est le dialogue, un dialogue artistique
qui fait en sorte que l'image soit au service de la mise en scène. Alors qu'est-ce que c'est l'image au service de la mise en scène? C'est par exemple si un réalisateur veut changer un petit peu son axe pour pouvoir mieux apercevoir par exemple un comédien, mais que du coup pour la lumière ça pose problème, bah, le chef opérateur avec son savoir-faire sera là de faire en sorte que entre guillemets, pas l'intendance qui suit, mais l'image suit et fait en sorte que la continuité artistique soit maintenue. C'est aussi des moments où le réalisateur peut avoir des doutes, le chef opérateur il peut être là. Le chef opérateur il peut être là pour conseiller le réalisateur pour tout ce qui a trait à la caméra, l'emplacement de la caméra. Voilà, c'est des dialogues tout simples. À ton avis, toi, tu la mettrais où, la caméra? Moi, dans cet axe-là, parce qu'on va venir chercher telle ou telle chose que va sortir le comédien. Donc, voilà, c'est extrêmement variable, parce que forcément, les certitudes d'un réalisateur sont très variables en fonction des scènes. Il y a des scènes qui le sentent bien, des scènes qui, au contraire, qui le rendent débutatif depuis la lecture ou l'écriture du scénario, s'il est aussi l'auteur du film. Et souvent, le chef opérateur est de bons conseils, en tout cas il essaye de l'être le plus possible. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans les dernières générations à apprendre entièrement en pellicule. Par contre, j'ai pas eu la chance de pratiquer. À la sortie de l'école, un an plus tard, j'ai fait un film en 16 mm qui s'appelait Sacha l'ours d'ailleurs, et qui a eu un très beau parcours, donc j'étais vraiment content de pouvoir quand même appliquer mes connaissances dans un cas concret après l'école. Mais cela dit, ça a été une très bonne école, surtout que le numérique en fait s'est rapproché de ce que faisait l'argentique au fur et à mesure du temps, là, ces 5-6 dernières années. Il y a eu vraiment un souci au départ, une espèce de décalage entre ce que faisait on va dire le métier et puis ce que donnait l'image numérique. Donc il y a pas eu pas mal de plaintes à droite à gauche, de gens plus ou moins influents, et ça a influencé les fabricants de caméras, de capteurs et tout. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a eu une vraie amélioration là-dessus, même si de toute façon ça ne sera jamais la même chose et qu'on ne pourra jamais retrouver ce qu'on faisait en pellicule en numérique, mais en même temps on peut faire des choses en numérique qu'on ne pouvait pas faire avant en pellicule. Et moi c'est vrai que j'ai pu intellectuellement essayer de faire le pont entre les deux. Et ça m'a permis en fait de tirer un maximum des possibilités du numérique en essayant justement d'avoir cette exigence et cette rigueur que j'avais du temps de la pellicule. Cette méticulosité et d'essayer vraiment de tirer au maximum ce qu'on peut faire avec une caméra numérique. Ah, le faux raccord, en fait, du coup, le principe du faux raccord, c'est que c'est tout bête, hein, c'est qu'un acteur a un verre dans la main droite et puis au plan suivant, le verre passe à la main gauche. Souvent, en fait, il y a une espèce d'apprentissage à faire avec les réalisateurs. C'est souvent en lumière, on fait parfois des faux raccords volontairement. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais en gros, nous, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la continuité artistique. Une script, elle, son rôle, c'est la continuité du film, donc c'est de faire en sorte que les choses soient à la bonne place quand c'est le même timing. Et ben, le chef opérateur va procéder autrement. Lui, il ne faut pas qu'il hésite à déplacer les lumières pour que d'un plan à un autre, la continuité artistique puisse perdurer. Il y a un exemple tout bête. Quand vous prenez par exemple un champ contre champ entre deux personnes, et ces deux personnes ont un éclat lumineux, un liseré comme ça, un peu comme ce projecteur fait avec moi, même s'il est un peu de côté. On le voit en fait dans le champ contre champ, les deux acteurs comme ça en beau liseré. Et pourtant, on est derrière le dos à chaque fois d'un des deux acteurs et le dos n'est pas éclairé parce qu'on a éteint volontairement cette lumière. Donc les lumières ne sont pas raccords parce qu'elles ont changé de place ou elles ont été éteintes ou allumées, mais à l'image, le spectateur ne s'en rend pas compte parce que les deux images paraissent cohérentes en termes esthétiques. Elles sont dans un même univers esthétique. Et ça, c'est assez important, donc on le fait très souvent. Voilà, donc on déplace les projecteurs, même quelquefois quand c'est des lumières dites diégétiques, des lampes, des choses comme ça, on déplace ces lampes. Alors ça peut parfois choquer un peu les gens de la déco, pourquoi on déplace ces lumières-là. Et ça, en fait, ça paraît comme ça une anecdote, mais c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait un peu la différence. C'est ce qu'on apprend au fur et à mesure de l'expérience. Et entre un plan où on va placer des lumières avec un savoir-faire et d'avoir toute une continuité, notamment sur un long métrage, où justement, comme ça, en essayant un petit peu de forcer
l'environnement lumineux, on va arriver à une belle continuité, à quelque chose de cohérent. C'est vraiment c'est quelque chose qui met du temps à s'appréhender. Souvent, en fait, ça part de la demande du réalisateur. Très souvent, on peut se poser la question de savoir s'il est plus intéressant de travailler avec un réalisateur qui sait exactement ce qu'il veut, qui a un univers esthétique très motivé, on va dire, voilà, soit par rapport à une création qui existe déjà ou quelque chose de tout nouveau, ou qu'on pense tout nouveau, parce qu'on ne fait que réinventer les choses. Et parfois des réalisateurs qui arrivent sans trop de volonté esthétique, qui sont plus intéressés par d'autres aspects du film, le jeu d'acteur, la direction ou d'autres éléments. Et c'est vrai que moi personnellement, je préfère souvent travailler avec des gens qui ont déjà une bonne idée. Alors on pourrait se dire que ça donne moins de liberté, mais au contraire, en fait, on essaye de se surpasser et que leur envie, leur motivation, on leur apporte en démultiplié à l'image. Et que du coup, ça donne un côté challenge et ça permet vraiment un entraînement, voilà, où on se challenge comme ça, à essayer d'avoir quelque chose le plus possible dans ce que veut le réalisateur et de dépasser même ses envies. Et au contraire, travailler avec quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut ou qui nous dit bah, fais ce que tu veux, souvent en fait on va vite se décourager et pas être forcément très motivé. Donc on va faire le job, on va essayer d'être le plus professionnel possible, on va essayer aussi de lui suggérer des choses et puis de créer un petit peu cette envie en lui parlant de lumière, de décor, de costumes, de choses qui vont raconter des choses à l'image, parce que l'image raconte déjà quelque chose, sinon si même muet ne raconterait rien. Et donc du coup, ça permet voilà, d'essayer d'un petit peu de créer des vocations chez les réalisateurs en termes d'image, mais qui ne le sont pas toujours. Mais c'est vrai que c'est plus simple de travailler avec des gens qui ont déjà comme ça cette envie d'image. Après, en termes d'inspiration, souvent on part d'éléments existants. Alors il y a très souvent dans les livres un peu scolaires autour de l'image, souvent on parle de la peinture, de la photographie, qui sont des références très fréquentes. Là encore, j'ai vu une émission sur Allociné qui parlait de je ne sais plus quel film et où le réalisateur parlait de Rembrandt comme référence. Ça m'a fait un peu sourire parce que c'est vrai que les peintres néerlandais, Vermeer, Rembrandt, on entend ça très très souvent. Mais bon, quelquefois c'est bien de sortir un peu de ces uniques références. Mais voilà, ça peut être de la peinture, de la photo. Alors moi, j'accepte ce genre de référence, mais le problème, c'est que j'essaye de mettre un peu le haut là, dans le sens où c'est un art quand même très différent. Le cinéma, c'est kiné, c'est le mouvement, et du coup, un art qui est basé sur le mouvement ne peut pas partir uniquement d'inspiration qui est la photographie ou la peinture, parce qu'il y a un risque de déception énorme, parce que c'est ça, hein, c'est pas l'idée de dire je peux pas partir dans ton idée parce qu'elle me plaît pas, mais est-ce qu'elle est vraiment réalisable et surtout à quel point tu veux te rapprocher de telle ou telle peinture sans qu'on rentre dans quelque chose d'extrêmement figé et d'espèce de théâtre filmé, ou pas le théâtre filmé, mais le tableau vivant. Donc ça peut être des bons points de départ, mais moi très souvent je suis parfois plus à l'aise de partir sur des références directement cinématographiques. Alors on va dire que c'est un petit peu le serpent qui se mord à la queue et c'est un univers un peu fermé, mais maintenant l'histoire du cinéma a une telle... enfin, elle commence à avoir plus de 100 ans. Il y a eu plein de choses qui ont été faites. Il y a des choses dont on peut partir et puis partir de toute façon sur autre chose. Et moi, je me sens souvent plus à l'aise de parler de films, même s'ils sont très anciens, plutôt que de photographie ou de peinture. Ou en tout cas, d'essayer de varier les choses et ne pas être que sur des arts vraiment différents du cinéma. Après, de toute façon, c'est des points de départ et puis bah, l'inspiration, elle vient tout simplement du scénario, quoi. Voilà, telle scène se passe dans tel univers, va être censé raconter telles émotions, telle ambiance. Comment tout simplement on réfléchit, à savoir comment, en gérant tous ces éléments-là, on va pouvoir créer cette ambiance de film d'horreur que l'on veut, cette ambiance nostalgique ou cette ambiance qui fait référence à telle ou telle décennie en Europe ou ailleurs. Donc à chaque fois, évidemment, on va aller se renseigner, prendre des images d'époque quand c'est des films d'époque, bah, quand on avait des images évidemment. Ça peut être des gravures, des choses comme ça, ou ça peut être tout ce qui est témoignage. Et puis après, ben, on essaie de parler de couleurs, quoi. On essaie de parler de contraste,
Est-ce qu'on veut une image dure? Est-ce qu'on veut une image douce? Est-ce qu'on veut des, euh, des volumes? Est-ce qu'on veut du modelé? C'est vrai que par exemple, on va parler de la lumière de Rembrandt, on va souvent parler comme ça de modelé qui part du clair au foncé, même si c'est pas pareil par exemple que la tour où ça va être extrême, donc ça peut donner comme ça des références. On va parler de couleurs pastel, de couleurs très fortes, de couleurs quasi absentes, du quasi noir et blanc, des monochromes, du monochrome bleu, vert. Voilà, c'est avec le réalisateur. Et je reprends mon image de tout à l'heure, voilà, c'est comme le ping-pong, le tennis. Il y en a un qui propose, tu vas rebondir par rapport à ça. Et du coup, on va pouvoir comme ça avancer petit à petit et s'éloigner de façon petit à petit de l'inspiration. C'est toujours le but, évidemment. On part des références et puis le but après, c'est de s'en éloigner pour créer notre propre œuvre collective. Alors le 1 plus 1 égale 3, c'est une image que j'emploie souvent par rapport à l'étalonnage. Alors en gros, c'est quoi l'étalonnage? C'est un peu ce qui correspondrait au mixage au son. C'est une étape qui existe depuis toujours parce que tout simplement, on ne tourne pas les plans dans le bon ordre. On les tourne parfois des jours différents. Quelquefois même, il y a des pellicules qui sont différentes. Et donc, je veux dire, de tout temps, on a dû, en densifiant les images par les procédés techniques ou les éclaircir, puis ensuite avec la couleur, les colorer, on a dû étalonner, mais c'était souvent quelque chose d'assez limité. Là, c'est vrai que l'étalonnage numérique, de la vie de beaucoup, amène des possibilités qui sont assez énormes. Donc simplement, on peut intervenir sur une partie de l'image, on peut décontraster les images, quelque chose qui était assez difficile à faire avant, par exemple. Voilà, il y a énormément de possibilités, je ne vais pas faire un catalogue ici. Mais au-delà du simple étalonnage où, en gros, le chef opérateur ferait son boulot, son taf, et puis livrerait tout ça comme ça à l'étalonneur sans aucune indication ou sans avoir anticipé l'étalonnage. L'étalonneur, s'il est professionnel, il va faire probablement du très bon boulot. Au final, l'image sera peut-être correcte, mais il y a un moyen en fait d'avoir encore plus. Et pour certaines scènes qui sont un peu particulières, un peu ambitieuses, où on veut aller chercher quelque chose, ça ne suffit pas. Il faut en fait anticiper les choses. Il faut que le chef opérateur soit au courant de ce qui est possible à faire en étalonnage pour qu'il puisse anticiper cet étalonnage et qu'il permette à l'étalonneur de pouvoir arriver à un résultat. Donc en gros, l'étalonnage où le chef opérateur ferait son boulot et puis livrerait tout ça à l'étalonneur qui livrerait le film, on serait à 1 plus 1 égale 2. Mais avec une vraie anticipation de ce que peut faire l'étalonnage avec le chef opérateur et justement un étalonneur qui tient compte des volontés du réalisateur évidemment et puis aussi du chef opérateur, on arrive à un plus qui fait que voilà, 1 plus 1 égale 3 en gros, on arrive à un résultat qui est un petit peu boosté grâce à cette collaboration. Moi souvent j'ai trouvé la solution, c'est que du coup j'étalonne moi-même les films. Alors, ça m'est déjà arrivé d'avoir un étalonneur, et d'ailleurs j'en suis souvent assez content, parce que c'est un collaborateur et tout. Mais c'est vrai que c'est souvent parti d'un problème de budget. Ça permet de limiter du coup les coûts, évidemment. Mais depuis quelques années, j'ai pratiqué beaucoup l'étalonnage, et ça m'a permis en fait d'en apprendre encore plus sur le métier de chef opérateur. C'est comme je disais, en voyant en fait comment étalonner, ou les soucis qu'on avait, au contraire, les choses qu'on pouvait faire très bien à l'étalonnage, au contraire très mal, et bien du coup la prise de vue devient vraiment optimale, puisque on sait que tel ou tel paramètre, on n'est pas obligé d'y être trop attentif. On porte notre concentration sur ce qui est très important, qui ne pourra pas être réglé à l'étalonnage, ou alors ce qui est important parce que en faisant de telle manière, on va pouvoir faire quelque chose d'encore mieux à l'étalonnage, ce que je disais avant avec le 1 plus 1 égale 3, et bien on va arriver à un très bon résultat. Et puis c'est des vases communicants ou un cercle vertueux. En connaissant mieux l'étalonnage, on arrive à faire mieux notre métier de chef opérateur. Et puis en faisant mieux le métier de chef opérateur, on arrive à livrer entre guillemets des rushs qui vont pouvoir être étalonnés de telle ou telle manière. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié comme ça ce travail-là, de pouvoir faire à la fois chef opérateur et étalonneur. Et si à l'avenir je ne suis pas étalonneur, en tout cas au moins j'aurai des bases et une connaissance qui me permettra de dialoguer avec l'étalonneur. Et voilà, comme la relation réalisateur-chef-op qui tout d'un coup devient celle chef-op étalonneur.
si les deux connaissent bien les choses, voilà, on peut arriver à un résultat encore meilleur, quoi, grâce à la collaboration des deux. Alors moi du coup on est en train de finir un long métrage qui s'appelle La liberté si je veux, qui est une co-réalisation entre Laurent Brard et Marc Rapilly, qui sont en fait deux éducateurs spécialisés, dont l'un en fait a plusieurs personnes qui sont très intéressées pour tourner, parce qu'ils savaient que Laurent tournait des films, des courts-métrages, et Laurent a écrit un scénario qui en fait est une interprétation de leur vraie vie, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas leur propre rôle, mais ils jouent un rôle qui s'approche sur certains aspects. Et donc on a tourné ça en mode guérilla durant tout l'été dernier. Et c'est un long métrage qui va sortir en 2017. Donc moi en tant que chef opérateur, c'est mon deuxième long métrage après Guillaume. Et là pour le coup j'ai été chef opérateur et opérateur cadreur, ce qui n'est pas toujours le cas. Et voilà, donc c'était un film tourné quasiment entièrement à l'épaule avec un Canon 5D. Mais en RAW du coup, et ça nous a permis en fait moi ça m'a permis d'appliquer un petit peu mes dernières connaissances en prise de vue et aussi en étalonnage, et du coup je trouve que c'était une belle aventure, donc rendez-vous en 2017. Alors les mauvais côtés, déjà c'est évidemment c'est un métier précaire, hein, comme beaucoup de métiers de l'audiovisuel. Moi personnellement je suis auto-entrepreneur, donc du coup les commandes arrivent au fur et à mesure du temps, il n'y a aucune certitude, très peu du coup de visibilité. Donc c'est vrai que quand on veut se lancer dans des constructions immobilières, des emprunts, des achats comme ça, je pense que ça effraie pas mal les banques. Moi j'ai fini par m'en passer du coup. Mais l'avantage évidemment c'est que on vit de notre passion, et moi j'arrive à en vivre de mon métier en ne faisant que de la prise de vue. J'ai aussi un peu de montage, choses comme ça, mais des choses qui tournent autour de la prise de vue. Et ça, c'est une grande satisfaction voilà, de pouvoir vivre, même si ce n'est pas des milliers des cents, de pouvoir vivre de ce métier-là. Et l'avantage, c'est voilà, moi c'est un métier passion, donc c'est un métier de rencontre aussi, du coup, où chaque aventure est nouvelle. Il n'y a pas, comme disait Hugues lors d'une autre interview, il n'y a pas de train-train, il n'y a pas de. Voilà, on n'a pas de côté répétitif et tout. Chaque film va être différent, on ne va pas tourner dans les mêmes conditions. Quelquefois, on va tourner un petit peu en mode guérilla, à l'arrache, sans autorisation. Puis des fois, ça va être des choses extrêmement produites, cadrées et tout, mais avec peut-être un rythme un peu différent. Surtout qu'après, je fais de la pub, du clip, de la fiction, même un peu de documentaire. Donc évidemment, ça élargit l'éventail des pratiques et des lieux de tournage et des univers dans lesquels on tourne, quoi. Alors, quelles sont les qualités? C'est une bonne question. De la curiosité, évidemment. C'est un métier qui est un petit peu mixte, notamment en termes scolaires. C'est difficile en fait. Par exemple, il n'y a pas de bac qui correspond. Soit on a un bac un peu technique ou scientifique. Alors, je ne vais pas me lancer dans des énoncés parce que je crois que c'est même plus ça, si ça se trouve. Ou alors on a des bacs plus littéraires. Et dans ces cas-là, on essaye par sa pratique ou soit par des études de compenser. Et voilà, c'est à la fois artistique et à la fois technique. On est des artistes à part entière, mais on est des techniciens à part entière. Et il n'y a aucune des deux parties qu'il faut renier. Je pense que c'est même assez dangereux de le faire. Et pour ça, il faut que ce soit en autodidacte, en curiosité ou être curieux à l'école. Il faut savoir voilà, s'ouvrir à ces deux domaines. Donc il faut être un peu technophile, aimer un peu trifouiller les caméras, les lumières et tout, essayer de savoir comment tout ça marche pour pouvoir mieux s'en servir, voire même peut-être les réparer quelquefois quand ça tombe en panne. C'est quand même intéressant d'avoir quelques notions d'électricité, des choses comme ça. Et puis il faut tout simplement pouvoir tenir une conversation avec un réalisateur, savoir avoir une ouverture d'esprit, un minimum de culture qui fait en sorte qu'on puisse comprendre un scénario, ses enjeux, quelles sont les attentes potentielles de la mise en scène, de la production,
et de pouvoir y répondre. Donc simplement se parfaire un savoir-faire. Surtout ne pas non plus trop tomber dans les recettes. Donc il faut savoir se remettre en question, c'est intéressant. Mais évidemment, voilà, le savoir-faire, bon, on applique toujours des petites choses, des petites recettes, mais il faut que ça soit le plus pertinent possible. Il ne faut pas trop s'enfermer dedans. Il faut parfois savoir un peu fermer les yeux et puis les rouvrir sur l'écran et puis de réfléchir 2 secondes s'il n'y a pas plus simple quand on n'arrive pas, par exemple, à faire une install lumière, d'essayer de se dire on va faire plus simple et tout, d'en discuter avec la mise en scène et tout. Ou au contraire, quand on voit un potentiel intéressant, parce que ça pourrait raconter telle ou telle chose, ou mettre en lumière un comédien, ne pas hésiter à proposer. Donc il faut un petit peu, faut pas être trop timide et tout. Il faut pouvoir s'imposer sur un plateau, surtout que quand on a des techniciens, parce qu'on est chef opérateur, donc on a des techniciens sous ses ordres qui sont donc les opérateurs autour de la caméra, la machinerie autour de la machinerie et les électros autour de la lumière. Il faut être capable voilà, de pouvoir être le chef et de diriger tout le monde et d'emmener tout le monde vers le haut pour que chacun puisse essayer de faire son travail le mieux possible. Alors l'idée c'est de pratiquer. Je veux dire que désormais il y a entre guillemets plus trop d'excuses. Autant du temps de la DV, c'était encore un peu cracra, et puis avant, c'était encore pire au niveau de l'analogie qu'est-ce qu'il y avait en grand public. Mais désormais, voilà, en essayant de cumuler un anniversaire et un cadeau de Noël, on peut arriver à s'acheter une petite caméra pour largement le prix d'une console de jeu. Donc voilà, faire les bons choix. Est-ce que j'achète une caméra qui me permettra de pratiquer ou la dernière console de jeu à jour? Donc voilà, je leur demande de réfléchir là-dessus et d'essayer d'acquérir des outils, même s'ils sont rudimentaires. Aujourd'hui, on peut faire des très bonnes choses. Alors, qu'ils essayent de se renseigner, évidemment, sur les sites internet. Il y en a plein qui conseillent là-dessus. Et essayer de pratiquer, de filmer du réel, essayer de mettre un peu en scène aussi. Et puis peut-être essayer même de faire un peu comme font les peintres, faire des copies un peu, c'est-à-dire d'essayer de prendre leurs films préférés, puis essayer de les déconstruire, faire de l'analyse de déconstruction, c'est-à-dire se dire ils obtiennent ça, comment ils ont obtenu ça, puis à côté essayer de faire des essais avec des néons, des lampes de chantier, avec de la lumière naturelle, de profiter d'un temps neigeux pour aller sortir dehors avec la caméra, voir comment qu'est-ce que ça fait de filmer sous la neige, avec la neige en bas. Ça ne donne pas du tout la même chose en termes de lumière que d'habitude. Quels sont les avantages, les inconvénients, comment y pallier et tout. Voilà. Donc, essayer de pratiquer en extrascolaire au maximum. Et puis ne pas non plus se formaliser avec le côté école de cinéma. J'entends beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est dommage que je ne peux pas faire la FEMIS ou l'école de lumière, ça et tout ». Du temps de l'argentique, c'est vrai que c'est un énorme avantage parce qu'il y avait un matériel et une disponibilité de pellicules, ça et tout, et de moyens qui étaient importantes. Mais c'est vrai que les moyens désormais se sont un peu démocratisés. On peut tourner désormais avec. J'ai par exemple des jeunes là, qui a tourné dans Guillaume. Il a une Red Epic, une caméra qui a servi là pour le film Guillaume et avant qui a servi pour The Beat de Peter Jackson. Et en se débrouillant, alors qu'il va faire des études d'apprentissage, je crois, en cuisine. Donc il n'est pas du tout dans les études cinématographiques. Il a réussi à avoir une semaine de caméra avec l'opérateur. Donc il va pouvoir tourner un film pendant une semaine. Et ça, voilà, il a obtenu cette chance. Il a eu de la chance, mais il l'a provoqué. Donc du coup, voilà, je dirais, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez pratiquer, vous ferez des tas d'erreurs, et à un moment, il va falloir essayer en lisant, en essayant d'écouter des conseils un peu des anciens, entre guillemets, d'essayer d'acquérir des connaissances et tout, que ce ne soit pas non plus que empirique et qu'avec la pratique personnelle, essayer un peu de s'ouvrir aux connaissances des autres. Mais voilà, c'est ce genre de conseils que je donnerais. Alors c'est vrai que sur le nom, déjà c'est souvent difficile d'expliquer aux gens c'est quoi ce métier-là. Souvent ils ne le savent pas, ils pensent qu'on est le photographe de plateau, ça c'est ce que j'entends le plus souvent. Mais en plus, il y a une confusion qui est amenée parce qu'il y a différents intitulés. En gros, en fait, un opérateur, c'est quelqu'un qui est autour de la caméra, puisque vous avez l'opérateur, qu'on appelle aussi cadreur, l'assistant opérateur, deuxième assistant, troisième assistant opérateur. Donc le chef opérateur est le chef
de l'équipe image, parfois en étant lui-même aussi opérateur, mais parfois pas. Et ça, en fait, c'est plutôt un terme français. Il y a aussi le terme américain directeur of photographie, directeur of photographie, qui pourrait se rapprocher justement du côté chef de l'image, mais pas cadreur, comme ça se passe souvent aux États-Unis. Il y a beaucoup de cadreurs qui font uniquement ça, professionnels. Très souvent, les films américains aussi imposent de la steadicam, de la machinerie, des caméras qui sont souvent assez spécialisées dans des types de cadres qui sont assez spécialisés. Donc, vous verrez souvent sur les making-of des chefs opérateurs qui ne sont pas à la caméra. C'est un cadreur professionnel, enfin professionnel. Le chef opérateur est aussi professionnel, mais c'est voilà, un cadreur spécialisé. Et à côté, lui, il va être au combo ou à se balader, comme le fait le chef opérateur de Terminator Genesis. C'est pour ça qu'il s'est fait engueuler par Christian Bale, parce qu'il tournait voilà, autour de la... Et ça a dérangé M. Bale. Et souvent, cette personne-là qui tourne un peu, qui rôde autour, c'est le directeur de la photographie qui n'est pas cadreur. Vous avez un autre terme aussi qui est cinématographeur, qui lui est aussi américain et qui est aussi pas mal utilisé en Asie. Vous verrez dans les génériques coréens, souvent cinématographeur. Voilà, donc il y a plein de termes, mais souvent ça regroupe la même chose. Juste à retenir, on peut être chef opérateur et opérateur cumulé ou pas. C'est-à-dire que c'est souvent, voilà, on dit un chef opérateur qui a aussi à la caméra, qui l'aide de temps en temps ou pas tout le temps, ou un chef opérateur qui ne l'est pas, il y a son cadreur qui est sous sa direction. Voilà, c'est toujours le chef quoi qu'il arrive, mais quelquefois il est aussi la caméra à la main. Parfois c'est le réalisateur, hein, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a même des films où le réalisateur, tout le temps ou parfois, prend la caméra à la main, comme par exemple Mathieu Kassovitz, de temps en temps, on le voit à la caméra, mais pas tout le temps, quoi. Alors moi, ça ne l'est plus parce que je me suis fait voler la mienne et depuis, en fait, j'ai appris à ne plus m'en servir. En fait, il y a deux outils qui se répondent. Il y a la cellule. En fait, la cellule mesure la lumière qui arrive à sa boule blanche, à son capteur. Et donc, d'après cette quantité de lumière et en fonction d'un certain paramètre, la sensibilité de la pellicule, le shutter, enfin la vitesse de captation, enfin l'instant, la durée de captation, donc on va capturer un cinquantième de seconde ou un centième, tout ça. On va essayer de savoir dans quel ordre d'idée on est. Et c'est un outil qui va servir justement pour créer des contrastes venant de sources. C'est-à-dire que c'est tout bête, on a notre cellule, on veut que dans cette direction, par exemple, cette lumière va apporter tant, on veut que cette lumière apporte tant, et on va venir mesurer, et on va avoir un écart, il faut que cet écart soit le bon. Après, il y a aussi le spotmètre, qui est donc ce qui est dans la caméra normalement, puis qui était séparé avec un petit spotmètre à part. Là, on va venir mesurer la lumière qui est réfléchie par l'objet. Donc là, ce serait une autre méthode, ce serait venir pointer une partie de ma peau ici, de savoir combien elle reçoit de lumière, pointer une autre partie pour savoir combien elle reçoit de lumière, et pareil, on va venir régler, quoi. Donc c'est deux méthodes. Le spotmètre est maintenant souvent remplacé par le retour qu'on essaye d'étalonner pour que ça soit le plus proche de ce qui est vraiment filmé ou de ce qu'on va vouloir obtenir à partir de l'enregistrement. Et dans ces cas-là, on dose, hein, tout simplement, on a l'écran, et puis les électros sont là, avec, sans et tout, ou au dimmer, un peu plus, un peu moins. Mais la cellule, c'est vrai, pourrait toujours rester valable. Moi, ce que je fais souvent, c'est comme on a un appareil très léger, en fait, je me déplace avec la caméra, et puis j'essaie de voir déjà quels sont les dosages, et après je dose plutôt en mode spotmètre, entre guillemets. Mais je suis tenté en fait de me racheter une cellule correcte pour pouvoir m'y remettre. Je sais qu'il y a des opérateurs qui l'utilisent encore, et ça peut être intéressant, notamment quand on a beaucoup de projecteurs, par exemple, pour vraiment les régler un par un sans avoir à ce qui est un comédien ou la caméra. C'est l'avantage de la cellule, c'est que la cellule fonctionne à l'absolu sans comédien ni caméra, puisqu'elle remplace entre guillemets le comédien, à savoir je vais recevoir tant à tel emplacement. Et c'est l'avantage du coup. Ça permet de commencer par exemple avant qu'un comédien soit prêt parce qu'il est au maquillage. Donc c'est ce genre d'utilité. Donc je suis Fabien Drujon, je suis chef opérateur et étalonneur sur, je l'espère, de plus en plus de longs métrages, mais beaucoup du clip, de la pub et du court métrage. Et retrouvez-moi sur répliquedefilm.fr.